Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du Spanning Tree Protocol, c'est le service réseau que j'ai choisi. Donc le Spanning Tree Protocol a été conçu en 1985 par Radia Perlman. En 1990, il a été publié pour la première fois par le IEEE. Puis par la suite, des mises à jour ont été suivies en 1998 et en 2004, intégrant diverses améliorations. Le STP est un protocole de la couche 2 du modèle aussi, donc de liaison de données. Il est conçu pour éviter les bugs dans les réseaux Ethernet où on trouve des chemins redondants existant entre plusieurs commutateurs ou les ponts. Ces bugs peuvent provoquer des tempêtes de diffusion, de broadcast et des instabilités dans la table MAC, perturbant ainsi le réseau. La topologie réseau du STP présente une structure d'arborescence. Un commutateur de pont racine se situe à la base de l'arborescence. Les autres commutateurs du réseau, les ponts non racines, sont situés dans les branches de l'arborescence, d'où le nom spanning tree en anglais. Le pont racine gère les liaisons redondantes de manière à ne proposer qu'un seul chemin actif vers chaque emplacement du réseau. Afin d'éviter les tempêtes de diffusion, STP échange les messages BPDU entre les différents commutateurs pour détecter les boucles potentielles. Une fois celles-ci identifiées, le protocole désactive certaines interfaces pour s'assurer qu'un seul chemin reste actif entre les deux appareils du réseau. Les BPDU, c'est quoi? Ce sont des trames qui spécifient l'identifiant du port, le coût du chemin et l'identifiant du pont, c'est-à-dire et du port, ainsi que d'autres informations permettant au commutateur de déterminer la structure optimale. Chaque commutateur ou pont, quand on parle de pont ou de commutateur, c'est la même chose, sont identifiés de manière unique par un bridge ID, qui est un bit. Ce bit, il a une valeur de 8 octets, composée de deux parties, la partie priorité du pont, puis la partie de l'adresse MAC, comme vous pouvez voir ici dans l'image. Euh, Plus le numéro de la priorité du pont est faible, plus sa priorité est élevée. Donc, les valeurs varient entre 0 et 32 768. Celui qui a le bid avec la priorité la plus basse sera désigné comme root bridge, donc pont racine. En cas d'égalité, celui avec l'adresse MAC la plus basse sera désigné, puis après, le pont racine envoie des BPD aux autres ponts non racines pour s'identifier en tant que pont racine. Le coût du chemin, c'est que s'il y a plusieurs liens entre deux commutateurs, donc la redondance, le pont racine calcule le coût de chemin en fonction de la bande passante. Donc, il va sélectionner le chemin avec le coût le plus bas, c'est-à-dire avec la bande passante le plus élevée, comme lien préféré. On peut voir ici dans l'image, disons que c'est un lien à 1 gigabit, tu as 4, puis dans Fast Ethernet, avec 100 mégabits, tu as 19, mais il va préférer le 4 ou 19. Donc, qu'est-ce que c'est un port racine? Le port racine, c'est le port d'un pont non racine, comme les deux bleus ici, le plus proche du pont racine qui est le root bridge ici, le vert. Une fois le pont racine a été choisi, tous les ponts non racines attribuent l'un de leurs ports comme port racine, dans le RPC, root port. Puis, il s'agit soit du port qui connecte le commuteur au pont racine, c'est-à-dire comme celui-là, ou soit, s'il existe plusieurs chemins, le port avec le chemin préféré tel que calculé par le pont racine. Le port présentant le coût le plus faible vers le pont racine devient le port racine. Et les ports désignés, ici les deux bleus, sont les ports du root bridge. Il peut seulement avoir des ports désignés sur un root bridge. Donc tous les ports d'un pont racine, c'est-à-dire, sont les ports désignés. Sur un pont non racine, le port désigné est la liaison montante vers le pont non racine suivant de l'arborescence, comme d'ici vers là. Il faut noter bien que le port racine est le port utilisé pour atteindre le pont racine, tandis que le port désigné est le port choisi pour transmettre les données vers le pont racine. Tous les autres ports sont bloqués. Les commutateurs peuvent passer par 5 états distincts. On peut trouver en mode désactivé, en mode blocage, en mode écoute et en mode apprentissage. Donc, désactivé, disabled, c'est que le port est administrativement désactivé et ne participe pas au STP. En mode blocking, le port reçoit et traite les BPDU, mais ne transmet pas les trames données, empêchant ainsi la fonction de boucle. Mais il peut aussi tomber en mode forwarding si jamais il y a un lien qui se brise ou qui tombe. En mode listening, le port participe activement à l'élection du pont racine et des ports désignés, traite les BPDU, mais ne transmet toujours pas des trames de données. En mode learning, le commutateur met à jour sa table d'adresse MAC en se basant sur des adresses sources des trames qu'il reçoit et les attribue au numéro des ports, mais ne transmet pas encore de trames de données. Et le mode forwarding, c'est le mode normal, c'est-à-dire le mode en pleinement opérationnel, reçoit et envoie des trames de données ainsi que les traitements des BPDU.
Je vais vous montrer un cas d'utilisation du STP. Je vais utiliser Syscrit Package Tracer pour vous montrer ça. Donc, si je sors de ma présentation puis je vais dans Package Tracer, ici j'ai fait déjà un petit scénario. J'ai mis des adresses IP comme vous voyez ici aux deux PC. Voilà. Là, on va relier les PC au commutateur. Comme ça. Puis vous allez voir que le Cisco, par défaut, le STP se fait tout seul. Il est automatique. On ne doit pas l'activer, ça se fait tout seul. Donc là, en ce moment, vous voyez que c'est en orange. C'est que ça en train de s'envoyer des 30 BPDU pour savoir qui va être le root bridge. Donc, on s'entend un petit peu. Je peux avancer un peu dans le temps. On voit que c'est lui qui a été désigné. Lui, c'est certain que ce ne l'est pas, parce qu'il y a un port de bloqué. Ça va être un de ces deux-là. Donc, si on va voir lui, ici, on fait enable show spanning tree. Donc, on va voir lui. Enable show spanning tree. On met ici. Puis lui. Enable show spanning tree. Donc, si on va prendre les trois, vous allez voir que lui, c'est écrit This bridge is the root. Sur le switch 0, c'est le root. On peut voir que ces deux ports sont en mode désigné. Lui est en mode désigné antenne et root, puis lui root désigné désigné. Donc celui qui est root dans le switch 2, c'est le facilité 0.3, va seulement vers lui, vers le root bridge. Puis lui aussi, le facilité 0.3, le root bridge doit aller vers lui. Donc ça, on va voir ici. Donc on dit que lui c'est le racine, donc ça seulement lui c'est le facilité 3. Ouais, 3. Et lui aussi ça va être le 3. Et voilà. On peut marquer aussi que, juste pour tourner ici, pourquoi que c'est lui le port racine? Ben, en fait, vous voyez la priorité était 32.769 pour les trois. Donc, ça va être... pourquoi 32.769? Parce que c'est 32.768 par défaut, tous les trois. Plus, ils sont tous avec le VLAN 1. Donc, c'est 37.768 plus 1, ça fait 6.9 pour les trois. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est l'adresse MAC la plus basse. Donc, là, l'adresse MAC, c'est 0060. Ici, on va dire 0,90, puis 0,60, en fait, 60, 70, 63, 65. Donc, c'est elle. Si on retourne ici, on fait un exemple. On va en mode simulation. Disons, je prends un paquet ici. Je fais une enveloppe, je fais un ping. Face dans le temps. Il devrait prendre le chemin qui n'est pas bloqué. Ça. Comme ça. On va avancer. Puis là, si on retourne, on va arrêter ça. On va retourner, puis qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va enlever le spanning tree. Donc, si on fait conf t, on écrit spanning tree VLAN 1, puis on met en avant no. Oh. On va enlever le spanning tree. On va juste copier cette commande-là. On va mettre conf t, paste, no spanning tree, conf t, paste, no spanning tree. Donc, on peut voir que le mode bloqué a disparu. Là, tous les ports sont ouverts. Donc, on sait que quand on l'a fait au début, les switches ne connaissaient pas l'adresse MAC de ce PC-là. Donc, quand on a fait le premier ping, ben, il a attribué l'adresse MAC à ce port-là, celui-là à ce port-là, puis celui-là à ce port-là. Mais maintenant, on va refaire un ping.
Puis ce qui va se passer, c'est que tous les ports vont être ouverts comme un genre de broadcast. Fait que si j'avance un petit peu, je vais prendre un autre, je vais faire un autre ping. Puis là, il y aura des paquets qui vont un peu partout. Vous voyez? Là, ce qui se passe en ce moment, c'est que il y a l'adresse MAC, il y a une instabilité dans la table d'adresse MAC parce qu'il attribue tous les ports avec la même adresse MAC du PC. Là, ça va être comme ça. Puis là, à un moment donné, il va y avoir, on va une création de boucle. Voilà. Vous voyez la boucle? Puis là, c'est à l'infini parce que au niveau 2 du modèle aussi, les trams, ils n'ont pas un time to live comme un paquet de niveau 3. Donc, c'est jusqu'à l'infini. Fait que là, on va juste effacer ça. Puis juste pour faire voir encore qu'est-ce qui peut. Une chose encore plus pire, parce que si jamais il y a une diffusion, ouais, je fais sur la baisse de diffusion, ça va être encore pire. Parce que là, il va y avoir des duplicats. Puis c'est comme ça, à l'infini. Si je retourne en real time, vous voyez que tous les triangles verts qui scintillent, c'est parce qu'il y a du trafic qui est toujours en continu. Donc, on va juste enlever ça. Comme ça. Comme ça. Puis là, ce qui va se passer, c'est que le spanning tree va être réactivé. Fait que là, une autre fois, ils vont décider avec les BPDU qui va être le root bridge. Et on va juste avancer un petit peu. Et voilà, c'est retourné à la normale. Ouais, ça c'était pour mon petit code d'utilisation. On va revenir ici à notre présentation. Donc, c'est rendu ici. Donc, l'utilisation STP offre plusieurs avantages, dont côté stabilité, il empêche les boucles de commutation qui peuvent survenir lorsqu'il existe plusieurs chemins redondants entre les commutateurs. Côté efficacité, il peut désactiver temporairement les chemins redondants inutiles, ce qui réduit la congestion dans les réseaux et améliore les performances générales, optimise les chemins de données pour de meilleures performances. Côté adaptation et facilitation de l'évolutivité, lorsqu'on ajoute un commutateur sur le réseau, ben, il s'adapte de manière dynamique au changement sans provoquer de boucle. Et la haute disponibilité permet aux routes de secours de la redondance de s'activer automatiquement lorsque les liens principaux font défaut, garantissant ainsi que le réseau est toujours disponible. Mais malgré les avantages, le STP présente certaines limites et inconvénients, c'est-à-dire le temps de convergence. Le temps de convergence du protocole STP peut être relativement lent, en particulier dans les grands réseaux, ce qui peut entraîner des interruptions temporaires du trafic de données. Par exemple, en cas de défaillance d'un commutateur, le STP doit recalculer l'obsolescence. Lorsqu'un pont racine tombe en panne, le STP doit déterminer quel est le meilleur pont racine suivant. Lorsque les commutateurs reçoivent une notification de changement de topologie, ils effacent la table MAC et doivent reapprendre les adresses MAC. Ce qui prend pas mal de temps, ça peut aller jusqu'à 50 secondes pour apprendre tout. Aussi, l'utilisation inefficace des liens. C'est-à-dire les ports bloqués entraînent un gaspillage de la bande passante, car ils restent inactifs jusqu'à ce qu'un changement de topologie se produise. Il peut y avoir de la complexité, surtout quand on parle quand il y a plusieurs VLAN ou quand il y a des instances. En fait, c'est ça. En particulier quand les réseaux ont avec plusieurs VLAN et instances de spanning tree. Puis, il peut aussi avoir dans la. À cause de ça, on a été de l'avant avec le RSTP, c'est-à-dire c'est une alternative de performance. Le Rapid Spanning Tree Protocol, c'est une évolution du STP. Il vise à remédier à certaines lacunes du protocole. Justement, le temps de convergence est amélioré parce qu'il va agir plus rapidement. Par la suite, les enjeux de sécurité dans le STP, c'est qu'il peut y avoir des enjeux de man-in-the-middle de spoofing, c'est-à-dire qu'un attaquant il envoie des paquets BPDU avec un meilleur identifiant de pont BDI que le pont racine. De ce fait, l'attaquant prend le relais du pont racine, puis tout le trafic entrant des autres commutateurs passe par l'appareil de l'attaquant. Il peut aussi avoir une attaque de saturation, de flooding ou deny of service. En envoyant un grand nombre de paquets de BPDU, un attaquant peut surcharger les commutateurs, provoquer une instabilité du réseau ou désactiver certains ports. Il peut aussi avoir un manque d'authentification. Il existe
aucune forme d'authentification pour les BPDU. Cela peut rendre possible l'injection de trames, paquets malveillants sur le réseau. Ici, on a une petite image de comment un malfaiteur peut se prendre pour le root bridge, puis tous les commentateurs vont communiquer avec lui. Fait que le résultat de ces attaques peut causer des situations néfastes sur le réseau. Ils peuvent provoquer des reconfigurations fréquentes, des boucles ou des interruptions, ce qui rend le réseau instable et inutilisable. En manipulant la topologie, un attaquant peut intercepter, rediriger ou surveiller le trafic sensible. L'instabilité causée par ces attaques peut affecter les performances globales du réseau et les services critiques. Afin d'éviter et de renforcer la sécurité STP, il serait préférable de basculer vers d'autres protocoles plus modernes que STP. Il en existe deux. Il y a le SPB, le Shortest Path Bridging, qui utilise le protocole ISAS pour les communications, éliminant ainsi les dépendances au BPDU, qui représente une vulnérabilité majeure dans les STP. Cela réduit les risques d'attaque comme les spoofing de BPDU et la manipulation du root bridge. Il garantit une isolation forte du trafic à l'aide des VLAN et des identifiants de services ISIDs. Cela complique les tentatives d'interception de la manipulation du trafic. Il prend en charge les mécanismes d'authentification pour les échanges ISS, ajoutant une couche de sécurité aux informations de routage. Le deuxième, c'est le TRIL, le Transparent Interconnection of Lots of Links, qui est pratiquement similaire au SPB, c'est-à-dire qu'il utilise également le protocole ISS, prend en charge l'authentification pour les messages de contrôle, garantissant que seuls les appareils de confiance participent aux décisions de routage. En conclusion, le protocole STP est une solution fondamentale qui a marqué un tournant dans la gestion des réseaux Ethernet en limitant des boucles et en garantissant la stabilité des réseaux grâce à une topologie en arborescence. Cependant, il présente des limites importantes, notamment des temps de convergence lents, une inefficacité des liens bloqués et une vulnérabilité aux attaques en raison du manque d'authentification pour des messages BPDU. Ces failles peuvent entraîner des instabilités réseau et des menaces de sécurité significatives, comme des attaques de type spoofing ou man in the middle. Pour pallier à ces limitations, des alternatives comme ceux qu'on vient de parler, le SPB ou le TRIL, se révèlent plus performants et sécurisés, en éliminant la dépendance au BPDU et en intégrant des mécanismes d'authentification et d'isolation renforcés. Ces protocoles apportent une meilleure fiabilité, une sécurité accrue et une optimisation des performances pour les réseaux modernes. Ainsi, bien que le STP reste un outil essentiel, la transition vers ces solutions avancées est fortement recommandée dans des environnements critiques ou complexes. Merci de m'avoir écouté, puis bonne journée à vous. Bye bye.